De ce journal, à projet de budget 2025, le pôle financier devant le Conseil national de la transition ce lundi. Le budget s'équilibre en recettes et en dépenses à plus de 41 000 milliards de francs guinéens. On en parle dès le début de ce journal. La célébration ce lundi 9 décembre de la Journée internationale de lutte contre la corruption. L'Agence nationale de lutte contre la corruption est sur le terrain pour une série de sensibilisations sur les dangers liés à cette pratique. Principale cible, le secteur de la santé. Et nous irons à Dakar pour la 32e édition de la foire internationale. La Guinée est le pays invité d'honneur à travers le Bembeya Jazz National et d'autres grosses pointures de la musique guinéenne. Il y a eu une journée d'échange portée sur le partenariat. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Merci de nous rejoindre sur les antennes de la télévision nationale. À la une de l'actualité ce soir, le pôle financier a présenté au CNT ce lundi le projet de loi de finances initiale 2025. Il s'équilibre en recettes et en dépenses à plus de 41 000 milliards de francs guinéens. Le projet budgétaire présenté à l'organe législatif prend en compte le développement socio-économique du pays. Le résumé de cette présentation avec notre reporter Robert Siditon. C'est par cette minute de silence en la mémoire des victimes du récent drame survenu en Djerekouré que cette plénière consacrée à la présentation de la politique générale du budget 2025 a démarré. D'abord, le ministre du Plan et de la Coopération internationale a axé son intervention sur les perspectives macroéconomiques internationales et nationales avant de revenir sur les piliers fondamentaux du méga-projet Simandou Vision 2040. Ce projet de loi de finances initiale 2025 correspond à la dernière année de mise en œuvre du programme de référence intérimaire 2022-2025. Il va ainsi fortement contribuer à la réalisation du programme Simandou 2040 à travers l'exécution des projets d'investissement par les financements du budget national de développement et de nos partenaires extérieurs. De son côté, le ministre de l'économie et des finances a insisté sur les efforts de stabilisation macroéconomique et les objectifs budgétaires du pays. Le projet de budget dans son volet dépenses publiques est estimé à 41 897 milliards de francs guinéens. Ainsi, en ce qui concerne les dépenses d'investissement, le gouvernement prévoit un budget ambitieux de 14 243 milliards, dont 50% seront couverts par des ressources internes, soit 7 219 milliards. S'agissant de la politique monétaire du pays, le premier vice-gouverneur qui a représenté le gouverneur de la Banque centrale de la République de Guinée a empêché à éclairer l'opinion des honorables conseillers nationaux des réformes engagées avant d'évoquer les perspectives en 2025. Malgré les dépréciations observées à la fin du mois de septembre 2024, le franc guinéen, notre franc guinéen, a montré une tendance à la stabilité et c'est même apprécié par la suite par rapport au dollar américain et à l'euro. En effet, depuis septembre 2024, le taux de change officiel du dollar a varié en moyenne à 8 568 contre 8 585 à la fin du mois de septembre 2023. Enfin, le ministre du Budget a présenté le contenu du projet de loi de finances initiale 2025. Ce projet s'équilibre en recettes et en dépenses à plus de 41 000 milliards de francs guinéens. Sur cette base, les agrégats budgétaires de 2025 qui en découlent se présentent comme suit. En recettes, nous comptons mobiliser 34 473 milliards de francs guinéens. En recettes propres, 37 000 milliards, soit 96% des recettes totales. En dépenses totales, nous aurons 41 897 milliards et il s'en dégagera un déficit budgétaire de 7 424 milliards, soit 2,8% du PIB. Dans son discours d'ouverture de la session budgétaire 2025, le président du CNT a d'abord loué les efforts du gouvernement dans l'approche du développement du pays. Il a par ailleurs exhorté chacun à un sursaut patriotique pour doter le gouvernement d'un budget pour faire face aux besoins pressants de l'heure. L'avenir de la Guinée ne se construira pas sur des promesses,
mais sur des actions concrètes et mesurables. Le projet de loi de finances initiale 2025 est une occasion pour nous de démontrer notre engagement envers le progrès, l'équité et la prospérité, conformément à la vision du CNRD et de son président. L'expérience montre que la transparence, le contrôle parlementaire permanent, la budgétisation inclusive et participative et l'exhaustivité des informations budgétaires contribuent de manière importante à de meilleurs résultats en matière de développement. L'expérience du débat d'orientation budgétaire de ces 3 dernières années a mis en lumière qu'en fournissant des détails sur les programmes, sur les données non financières, sur les objectifs de performance de l'exécution du budget et les informations associant les objectifs de la politique aux dépenses budgétisées, les citoyens peuvent avoir connaissance de la planification et du suivi des objectifs de développement, des allocations, des dépenses et des résultats conséquents. Notre action en tant que membre de l'organe parlementaire est de veiller, en plus de la fourniture par le gouvernement des données plus ouvertes, à ce que l'intégration du développement durable dans la gestion des affaires publiques devienne une nécessité impérieuse, non seulement pour répondre aux enjeux environnementaux et sociaux contemporains, mais également pour assurer la pérennité et la rentabilité des plans et programmes à long terme. Les travaux de la LFI se poursuivent dans les travaux en commission et en intercommission. C'est parti à Kindia pour les opérations de formation des magistrats devant conduire à la tenue des audiences foraines. C'est une idée du gouvernement exécutée par les ministres de la Justice et de l'administration du territoire et de la décentralisation. Les travaux vont durer 1 mois. Sur place, Amadou Touré, Abdul Razak. C'est en compagnie du garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, que le chef du département de l'administration du territoire et de la décentralisation a été reçu ici à Kindia dans le cadre du lancement de la formation des magistrats et coordinateurs du PNR-AVEC en amont du démarrage des audiences foraines pour la régularisation des citoyens sans acte d'état civil. La formation que les magistrats vont suivre est une formation transcendantale. Elle permettra à la fois aux magistrats, aux greffiers, aux officiers de l'état civil de suivre ensemble cette formation parce que ces entités-là sont réellement les soldats qui vont défendre cette vision du président de la République. Cette opération lancée ce jour s'étendra jusqu'au 13 janvier 2025. Elle vise la normalisation des citoyens sans acte de naissance âgés de 10 ans et plus dans le but de constituer le registre national de l'état civil, le registre national des personnes physiques et le fichier électoral. Les audiences foraines concernent exclusivement les citoyens guinéens âgés de 10 ans et plus qui n'ont pas d'acte de naissance. Mais il faut noter également que les étrangers vivant sur le territoire national ne sont pas concernés par cette première étape. Suite à cette opération, tous les citoyens détenteurs d'un acte ou extrait d'acte de naissance passeront devant les machines pour la collecte des empreintes, la photo et l'iris, ce qui aboutira à la constitution des listes électorales et à l'organisation du scrutin référendaire. Nous sommes lundi 9 décembre et c'est la journée internationale de lutte contre la corruption. En Guinée, l'Agence nationale de lutte contre la corruption et la promotion de la bonne gouvernance est à l'intérieur du pays pour une tournée de sensibilisation. Les administrateurs locaux sont édifiés sur les conséquences de cette pratique sur l'économie du pays. Le secteur de la santé est la principale cible. Voici l'étape de Kanka avec Bakari Bamba Kondé. Tout le 9 décembre, l'humanité célèbre la journée internationale de lutte contre la corruption sur initiative de l'Organisation des Nations Unies. En Guinée, la fête est délocalisée dans la région de Kankan. Il s'agit pour le secrétariat exécutif de lutte contre la corruption et de promotion de la bonne gouvernance d'être en contact direct avec les services déconcentrés et décentralisés de l'État pour leur expliquer les impacts négatifs de ces fléaux sur l'économie et l'émergence du pays autour du thème « S'unir avec la jeunesse contre la
la corruption, former l'intégrité de demain. C'est l'occasion pour nous de nous adresser à tous les corps de métier, à toutes les structures, à toutes les couches de la population sur les dangers et méfaits que représente la corruption. Le président de la République du général Mamadi Doumbouya en a pris conscience et a fait vraiment de cette lutte un maillon fort de sa gouvernance. C'est pourquoi il nous a confié la tâche de nous engager résolument dans son éradication. En 2024, le secteur de la santé est au centre de la célébration. Avec le corps médical, l'ANLC compte renforcer la sensibilisation sur les différentes manifestations de la corruption et les pratiques assimilées. La santé est concernée cette année, ça ne veut pas dire que la santé est le secteur le plus corrompu parmi tous les secteurs. Non, c'est un choix porté sur ce secteur pour plus d'action, pour plus de résultats dans la sensibilisation du personnel face à la corruption qui gangrène notre cher État. Le renforcement des cours d'instruction civique dans le système éducatif, une autre approche de l'ANLC pour mettre la jeunesse dans l'esprit du patriotisme, l'une des voies sûres d'éradication de la corruption. Nous savons tous que la corruption existe, mais avec l'avènement du CNRD, je ne dis pas que ça va finir, mais ça va beaucoup réduire. Parce que le président, dans son discours de fin d'année, a répété le mot là une fois pour prouver aux gens qu'il tient que la corruption cesse à Guinée. Cette année, l'Agence nationale de lutte contre la corruption et la promotion de la bonne gouvernance a consacré toute une semaine pour la sensibilisation, une manière de privilégier la prévention pour une administration dépourvue de toute corruption. Et pendant ce temps, une conférence débat sur l'économie guinéenne regroupe les acteurs impliqués dans le processus. Elle est organisée par l'Institut des stratégies publiques. Il était question pour les panélistes d'émettre de nouvelles idées sur les défis innovants afin d'offrir des opportunités au financement de l'économie guinéenne. Reportage d'Abraham Christophe Conti. C'est une conférence débat sur le financement de l'économie guinéenne. Organisée par l'Institut des stratégies publiques, cette conférence a pour thème « Défis et opportunités du financement de l'économie guinéenne vers une croissance durable et inclusive ». L'idée est de faire la lumière sur la problématique de l'économie guinéenne. À côté, orienter les institutions financières internationales à mieux jouer leur rôle dans le mécanisme innovant pour financer les PME en Guinée. Les résultats attendus seraient quoi? C'est de nous proposer ici des stratégies politiques publiques, comment octroyer à des financements pour que les petites et moyennes entreprises puissent évoluer dans leur croissance économique. Notre développement ne dépend que de nous. Les problèmes, nous les connaissons, nous les identifions. Donc il faut que les Guinéens, comme tous les Africains, comprennent que notre développement ne viendra pas d'ailleurs, il viendra de nous-mêmes. Donc il faut développer le capital humain, il faut développer l'environnement juridique, les cadres réglementaires, la bonne gouvernance pour que nous puissions bénéficier de nos ressources. Projeter les idées sur les défis légaux et réglementaires pour améliorer l'accès au financement est un autre débat animé par ces panélistes économistes. Les économistes, comme Abdoulaye Guirassi, ont passé en revue toutes les questions du panorama actuel du financement de l'économie guinéenne, mais également la question du financement des PME en Guinée. Les PME, c'est l'alpha et l'oméga de l'économie, qui parle de la création de richesses, qui parle de la résorption du chômage, qui parle de la bonification du PIB d'un pays. Ça passe inéluctablement par les petites et moyennes entreprises. C'est une occasion pour les PME de s'inscrire, de recevoir des informations fiables qui pourront vraiment les permettre à ce qu'ils soient dans le côté formel. Avec cette rencontre de partage d'idées, les panélistes essayent de redynamiser et innover le secteur de l'économie guinéenne. Ils orientent tous leurs idées sur la politique actuelle d'inclusion financière en Guinée. Tout cela pour mieux connaître l'impact des institutions financières internationales sur le financement de l'économie guinéenne. Au même moment, une délégation du groupe de la Banque islamique de développement BID séjourne à Conakry. C'est dans le cadre de la programmation de la stratégie de partenariat des pays membres pour la Guinée alignée sur la période 2024-2027 sous la coordination du ministère du Plan et de la Coopération internationale. La mission va identifier les projets et les besoins de développement en Guinée. Tabansila.
À Conakry, la programmation de la stratégie de partenariat des pays membres pour la Guinée 2024-2027 est officiellement lancée. La démarche justifie la présence de cette mission de la Banque islamique de développement. Pendant plusieurs jours de travail, il s'agira d'identifier les projets publics et privés prioritaires alignés sur les aspirations stratégiques et les besoins de développement pour la Guinée. Depuis 2019, le portefeuille de la BID en Guinée connaît une nette amélioration en matière d'engagement. À date, le montant total des engagements des projets de programmes actifs est estimé à 1,145 milliard de dollars contre 261 millions de dollars en mars 2019. Quelle performance! Soit une progression de 340%, le taux global moyen de décaissement qui tourne autour de 45%, place le portefeuille de la BID en volume et en taux de décaissement en tête de liste des différents partenaires qui accompagnent la République de Guinée. Après le ministère du Plan, la mission est reçue au MEF, ministère de l'Économie et des Finances. Ici, le chef de département souligne l'engagement constant de la BID dans la mobilisation des fonds en faveur des projets de développement pour la Guinée. Il est important de rappeler que depuis l'avènement du CNRD, le 5 septembre 2021, la Banque islamique de développement s'est montrée solidaire auprès du gouvernement guinéen en poursuivant le financement des opérations de développement en faveur de notre pays. Depuis cette date, le niveau de décaissement, vous l'avez mentionné, s'est nettement amélioré, en passant de 38% à plus de 44%. Cette performance enregistrée est la preuve éloquente de la qualité de notre coopération. Le succès de cette mission repose sur notre capacité collective à relever certains défis, notamment la clôture de projets anciens, la simplification des procédures de décaissement et l'amélioration de la coordination entre les parties prenantes seront des étapes importantes et essentielles pour libérer tout le potentiel de cette stratégie. Pendant son séjour de travail à Conakry, la mission de la BID aura un tête-à-tête avec plusieurs départements ministériels ayant bénéficié de ces financements. La direction le Canada pour parler de cette belle moisson de la récente mission du ministre de la fonction publique après l'interruption du partenariat avec l'ENAP du Québec. Depuis quelques années, les partis semblent repartir sur de nouvelles bases. Désormais, une convention de collaboration est conclue entre l'École nationale d'administration publique et l'Institut national de formation et de perfectionnement qui deviendra ENA de Guinée. Les experts se sont déjà entendus sur le contenu du document qui doit contribuer à améliorer les performances des services publics. De retour du Québec, Mamadi Ternakamisoko. Il ne reste plus qu'à apposer les signatures en bas du document. Cadres techniciens guinéens et ceux de l'École nationale d'administration publique du Québec se sont entendus sur les textes de base de la convention de partenariat, texte qui devra désormais faire l'objet de discussions au plus haut niveau avant qu'il ne soit paraphé. Depuis 2014, jamais le programme d'appui à l'opérationnalisation de l'ENA de Guinée n'avait atteint une telle avancée. Dès 2025, nous allons délocaliser un programme en Guinée qu'on appelle un programme de formation exécutive au profit des top managers en Guinée. Donc ça, c'est un programme innovant, un programme pilote qui vient d'être conçu avec la plus grande rigueur ici au Québec et qui tient compte des réalités de notre administration publique. L'ENAP et l'INFP actuellement en Guinée, bientôt l'ENA. On a des liens déjà depuis de longues années, donc on souhaite poursuivre cette collaboration-là vers le renforcement des capacités pour que l'INFP puisse mieux remplir son mandat, donc s'assurer d'être au cœur d'une fonction publique performante en Guinée. La convention prévoit un accompagnement à la mise en œuvre de la réforme de l'administration et de l'ENA de Guinée, ainsi que des échanges d'expertise de bonnes pratiques dans le domaine de la formation initiale et continue. L'objectif est de façonner l'administrateur public. La Guinée a eu la chance de collaborer avec l'ENAP du Québec depuis 2014 à travers un projet de mise en place de l'École nationale d'administration publique de Guinée. Donc cette collaboration a évolué jusqu'à un certain niveau. Après, il y a eu une discontinuité. Aujourd'hui, le président de la République, depuis le 5 septembre, vous savez tous le chantier de la refondation qui a été lancé,
qui parle de réforme de l'État, parle de la modernisation de l'administration. La Guinée s'apprête à intégrer le grand réseau international de l'École nationale d'administration publique du Québec. Un succès à l'actif du ministre Bourouno qui tient à la qualification des ressources humaines de l'administration selon la volonté du président de la République. Au ministère de l'enseignement technique, les autorités déploient des efforts pour rehausser les standards de la formation au niveau des ZENI. À Kindia, Mamou et Kankan, des formateurs de toutes les 10 ZENI ont été regroupés pour harmoniser les approches pédagogiques. L'activité est conduite par la Direction nationale de la formation et du perfectionnement du personnel enseignant. Tierno Ousmane Diallo pour plus de détails. Dans le système éducatif, les ZENI, écoles normales d'instituteurs, jouent un rôle crucial. C'est à ce niveau que sont formés les futurs enseignants des écoles primaires devant encadrer des milliers d'élèves. Depuis l'arrivée du CNRD, des réformes ont été opérées pour valoriser ces écoles dans l'optique de rehausser la formation à l'école primaire. Le ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi entreprend ainsi un programme spécial pour moderniser les approches pédagogiques dans la formation des futurs enseignants du primaire. Cette activité s'inscrit dans notre plan d'action, dans le plan d'action de la Direction nationale de la formation et du perfectionnement des personnels enseignants, et vise à capitaliser, à généraliser des approches pédagogiques innovantes qu'on a initié, qu'on a implémenté avec l'appui technique et financier de notre partenaire allemand, la GIZ. Ça va améliorer les pratiques d'enseignement et ça va permettre aux formateurs de suivre les mêmes démarches pédagogiques et ça va améliorer les qualités de l'enseignement et les résultats d'avoir la qualité, puisque actuellement ce qu'on vise c'est la qualité. Les approches innovantes, fières pour tous, Fit for School, exposés thématiques et sciences standardisées de feedback ont déjà été expérimentées dans 5 ENI. À présent, il est question d'intégrer ces approches dans toutes les 10 ENI du pays avec des attentes clairement définies. Il s'agit en fait de la mise à disposition d'outils méthodologiques variés et pertinents pour de meilleures pratiques de classe. Il s'agit aussi de l'amélioration des résultats scolaires en calcul et en français notamment, d'un changement de comportement sur le plan de la santé et de l'hygiène en milieu scolaire et parascolaire. À Kindia, Mamou et à Kankan, près de 150 formateurs venus des 10 ENI du pays bénéficient de ce programme. La célébration en différé à Farana de la Journée mondiale de la population, couplée au lancement du rapport sur l'état de la population mondiale 2024. Cette célébration est marquée par un panel intergénérationnel. Il s'agit d'un cadre de sensibilisation sur les mutilations génitales féminines, une activité du ministère du Plan et de la coopération internationale financée par le projet Suède à travers la Banque mondiale. N'est-ce pas, Ibrahima Oulin Fofana? Farana, une des 3 régions du projet Suède qui accompagne le ministère du Plan et de la coopération internationale dans le cadre de cette célébration de la Journée mondiale de la population. L'activité est couplée au lancement du rapport sur l'état de la population mondiale 2024. Dans ce panel avec pour thème la place des données dans la marche vers l'élimination des MGF en Guinée, les partenaires sont satisfaits des résultats obtenus dans cette lutte à Farana. Moi, je suis déjà satisfait avec les résultats obtenus sur le terrain. Nos attentes, c'est pour que les sensibilisations créées à travers le panel intergénérationnel, pour que la population déjà s'approprie du contenu de ce qui sera véhiculé, mais également pour que nous nous inscrivons dans l'idée de pérennisation, pour que toutes ces pratiques néfastes cessent aujourd'hui. Donc on dit stop aux violences basées sur les genres. Nous estimons que ces messages sont bien formulés et que vont contribuer à pouvoir émanciper les citoyens et essentiellement les filles et les femmes de notre région. Les échanges ont mobilisé des jeunes filles et garçons scolarisés et non scolarisés, mais aussi des femmes anciennes exciseuses. C'est un réel plaisir pour moi de participer à ce panel parce que l'élimination sur les MGF, c'est la lutte depuis fort longtemps que nous sommes en train de mener. Donc si il y a une organisation qui est venue vers nous pour au moins sensibiliser la population de Farana, donc c'est un réel plaisir pour nous. Moi que vous voyez, j'étais femme exciseuse, mais c'est le projet Suède qui nous a sensibilisés d'abandonner les MGF.
C'est ainsi que moi j'ai arrêté, car ça impacte négativement sur la vie de nos filles. Ici, à la maison des jeunes de Farana, plusieurs recommandations sont faites pouvant conduire à des plaidoyers en vue d'accélérer l'atteinte du zéro pratique néfaste à l'égard des femmes et filles en Guinée. Revenons vers Kindia où le Fonds de développement social et de l'indigence est en action dans le cadre de la remise des titres de prise en charge sanitaire gratuite des malades. Les bénéficiaires se réjouissent de ce soutien de l'État. Des précisions avec Yaya Silla. La solidarité et la protection sociale en Guinée, le maillon fort de la gouvernance du général Mamadi Doumbouya, est soigneusement réservé aux personnes indulgentes. Le Fonds de développement social et de l'indigence accomplit cette mission avec dextérité. La région de Kindia compte parmi ses bénéficiaires de prise en charge sanitaire. Les bénéficiaires de ces titres de prise en charge sanitaire gratuite sont des femmes, des enfants et des familles entières qui aujourd'hui voient s'ouvrir devant eux une lueur d'espoir. Derrière chaque titre de prise en charge se cache une vie transformée, une maladie soignée ou un avenir éclairci. Pour les bénéficiaires, l'institution de Lansana Diawara est un véritable instrument social de rapprochement des personnes avec les gouvernants. Mais alhamdulillah rabbil alamin dabarka bila ke Mamadi Doumbouya parce que abara ko ma kyange dari yankar batole finta mbulu kan dandang na bara pate do mbulu wanda tandoma Les autorités de la région de Kindia ont exprimé leur reconnaissance au chef de l'État pour la solidarité envers les personnes. La région de Kindia, par ma voix, apprécie à sa juste valeur et soutient cette action salvatrice qui s'inscrit en droite ligne de la politique gouvernementale en faveur des indigents. En témoigne dans cette salle cette multitude de personnes malades qui doivent dès l'instant s'inscrire dans le registre régional de prise en charge sanitaire de cette couche vulnérable. Cette année, tout comme l'année précédente, plusieurs personnes ont bénéficié de prise en charge sanitaire gratuite de la part de l'État. C'est la mission du Fonds de développement social et de l'indigence. Sur invitation des centrales syndicales guinéennes, la directrice générale de la Caisse nationale de prévoyance sociale, générale Aminata Diallo, s'est rendue à la Bourse du Travail. Là-bas, le mouvement syndical a exprimé toute sa reconnaissance au CNRD pour tous ses efforts dans la couverture médicale des agents de l'État et autres réformes opérées à la CNPS. Alpha Isiagaba. À la Bourse du Travail, la porte-parole du CNRD, Général Aminata Diallo, répond à l'invitation des centrales syndicales guinéennes. Et moment historique, le mouvement syndical guinéen salue les efforts du CNRD dans la protection sociale. De notre mémoire, donc, jamais nous n'avons obtenu autant de réformes positives et des acquis satisfaisants pour lesquels nous rendons hommage à l'homme du 5 septembre, le général Andarmé Mamadi Doumbouya. Quand certains responsables, ministres, chefs de cabinet, secrétaires généraux couraient les syndicalistes et les retraités, elle nous rapprochait. Et aujourd'hui, elle a gagné. Aujourd'hui, je peux rentrer dans n'importe quel bureau que j'ai besoin. Mais avant, dès qu'on dit tel syndicaliste est là, on dit c'est pour nous créer des problèmes. Tandis qu'elle a accepté cela et nous a tous unis. Autrefois, dans des revendications et des négociations, aujourd'hui, le mouvement syndical guinéen se retrouve pleinement dans la politique sociale du CNRD. Général Aminata Diallo prend note et transmet le message de paix du président de la République. Vous êtes la priorité pour le président, comme vous l'avez constaté avec la mise en place de la couverture médicale, ainsi que l'augmentation des pensions depuis qu'il est là. Donc vous devriez comprendre que c'est vous sa priorité, les personnes âgées.
Et continuez à protéger le président, continuez à prier pour lui, parce que vos prières sont acceptées par le Tout-Puissant Allah. Donc, il fait de son mieux avec son gouvernement pour pouvoir satisfaire la population guinéenne. Donc, je vous demande de soutenir nos projets de biométrisation des retraités, parce qu'on le fait pour vous, le président le fait pour vous, la fonction publique le fait pour vous, et la directrice générale de la Caisse nationale de prévoyance sociale le fait pour vous. À cette rencontre historique, une cérémonie sur fond de prière pour le président de la République. L'objectif est de prier pour le maintien de la paix et l'unité nationale, pour la prospérité de la Guinée. Et dans l'actualité également, la promotion de la santé sexuelle et reproductive, une priorité de la coalition des ONG féminines à Sigiri. Une campagne de sensibilisation est lancée à Tintigna pour aider les femmes rurales à améliorer leur bien-être mental et physique. Au cœur des débats, briser le tabou de la santé menstruelle pour lutter contre les violences basées sur le genre. Explication, Diamokaba. Dans cet espace sûr à Tintigna, dans Sigiri, un agenda féminin est ouvert pour briser le tabou de la santé menstruelle. C'est le début d'une nouvelle campagne de sensibilisation initiée par la coalition des ONG féminines de Sigiri. En proposant ce moment de partage, la plateforme offre des ressources pédagogiques pour aider les femmes à améliorer leur bien-être mental et physique. Été initiée par la coalition des ONG féminines de Sigiri, financée par la société Anglogone et Ashanti La Saga. Elle avait pour objectif de briser le tabou et le mystère autour des menstrues, démystifier les menstrues en général, et pour en parler et comprendre et qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour la bonne pratique hygiénique lorsque nous sommes en menstrues. La promotion de la santé sexuelle et reproductive, aussi un débat pour l'épanouissement des filles et femmes. Là-dessus, chacun apporte son expertise pour intensifier la lutte contre toute forme de violence à l'égard de la couche féminine, surtout en milieu rural. Les filles qui étaient présentes dans la salle sont des ambassadrices qui vont véler les messages qu'elles ont reçus lors de cette conférence. Et vraiment, nous recommandons aux autres organisatrices, surtout qui sont axées sur les femmes, d'œuvrer dans ce sens-là, pour l'épanouissement de la femme. Ça nous a aidé à connaître les inconvénients, ce que ça va nous apporter comme valeur, et ce qu'on doit, dans le moment de menstruer, ce qu'on doit éviter et ce qu'on doit faire quoi. Ça nous aide à nous protéger. La campagne va durer 3 jours pour édifier les femmes rurales sur cette préoccupation mondiale. Les sites les plus reculés seront sillonnés pour exposer les grandes ambitions de la coalition des ONG féminines de Sigiri, très engagée à soutenir l'égalité des sexes. Conférence au ministère des Affaires étrangères. Récemment, le service Genre et Équité a réuni l'ensemble des travailleurs du département autour des questions sur les violences faites aux femmes et aux filles. Une rencontre de partage d'expériences entre le chef de la diplomatie guinéenne et ses agents. Le point avec Makeme Donzo. L'échange a été bref mais rempli de messages. Dr Morisanda Kouyaté est aguerri par plus de 40 ans d'expérience dans le combat contre les femmes et filles. Aujourd'hui, Dr Morisanda transmet en quelques minutes sa riche expertise à son personnel du ministère des Affaires étrangères à travers la direction Genre et Équité. Parler de la violence faite aux femmes et aux filles, c'est parler de la femme stigmatisée dans notre société et qui injustement subit de la violence. Je suis une femme et je mène un combat contre les violences basées sur le genre à l'égard des femmes et des filles. Je ne veux pas me voir féministe, mais je veux me voir militante pour l'égalité du genre. L'expérience que j'ai vécue, surtout avec M. Morisanda Kouyaté, qui a été un de mes mentors dans le cadre de la lutte contre les mutilations génitales féminines, il a fait un transfert de compétences à notre niveau. Nous aussi, nous continuons de faire ce transfert de compétences au niveau des jeunes générations. Après ces explications, les femmes diplomates retracent le parcours de Dr Morisanda Kouyaté de 1983 à 2022. Ici, l'homme est présenté comme un défenseur des droits des femmes, une qualité reconnue à l'international. Je suis très heureux, c'est ce que j'ai dit, de voir que maintenant, ce sont les filles et les femmes elles-mêmes qui se mettent devant pour le combat, mais un combat intelligent, un combat dépassionné, un combat ordonné. Et aujourd'hui, on sent que
la main dans la main, les jeunes dames et les jeunes hommes peuvent travailler ensemble pour faire disparaître ces fléaux. Cette conférence organisée par la direction genre et équité du ministère des Affaires étrangères est placée dans le cadre des 16 jours d'activisme. L'objectif est d'amener les femmes diplomates à se faire confiance partout où elles exercent. Lutte contre les violences basées sur le genre, également l'ONG Amali met tout en œuvre pour mobiliser les acteurs à tous les niveaux, en plus de la sensibilisation à la Maison des Jeunes de Nongo et au lycée 1er mars de Matam. La projection d'un film documentaire sur les VBG a fait prendre conscience des citoyens en faveur des droits des femmes et des filles. Sona Sagno nous rencontre. Face au fléau des VBG, l'ONG Amali continue à mobiliser à tous les niveaux les acteurs afin de sauver les femmes. Pourquoi cette population? C'est parce que souvent les sensibilisations se font plus vers les personnes instruites dans les écoles, dans les universités, dans les institutions. On a jugé nécessaire de les impliquer aussi parce que c'est important, parce que c'est là que ça se passe. On compte surtout sur la sensibilisation vis-à-vis des hommes et je pense qu'ils sont assez représentés ici. Donc on compte sur vous pour animer le débat et pour pouvoir vraiment dire quand je sortirai d'ici, j'aurai appris quelque chose. Quand je sortirai d'ici, je sais où aller me plaindre. Quand je sortirai d'ici, je sais que mon ami ou bien ma camarade ou bien ma soeur ou bien ma mère, je pourrai lui apporter des pistes de solutions pour pouvoir éradiquer ce fléau qui touche presque toute la nation. Dans le cadre de ces jours d'activisme, en plus des conférences de sensibilisation, les citoyens du quartier de Nongo et des lycéens du lycée 1er mars de Matam ont eu droit à la projection d'un film documentaire sur les violences basées sur le genre. Ce film a suscité beaucoup d'émotions dans le public. Nous remercions les organisateurs de cette sensibilisation parce que il est aujourd'hui primordial pour nous d'encourager et de multiplier ces genres de rencontres permettant de sensibiliser la population. D'après ce film, que ce fléau, la violence faite aux femmes, se manifeste sur deux manières, de par la violence verbale et ainsi que physique. Et j'aimerais dire sur ça, j'aimerais beaucoup inciter mes amis, mes collègues, filles comme garçons, à pouvoir dénoncer ce fléau. Avec l'appui de l'ambassade de Belgique, l'ONG Amali compte faire de ces jeunes des acteurs du changement en faveur des droits des femmes et des filles. Depuis plusieurs semaines, plus de 50 jeunes passionnés du graffiti renforcent leurs connaissances sur les techniques de cet art urbain. La formation est financée par l'Office national de formation et de perfectionnement professionnel grâce à l'appui technique et institutionnel du ministère de l'enseignement technique. L'ambition est d'afficher et de renforcer leur créativité en vue qu'ils soient autonomes. Moussa Komara. Une cinquantaine de jeunes passionnés de l'art urbain. Tous de Ratoma, ils apprennent les techniques et les styles de graffiti, ainsi que l'harmonie des couleurs et la manipulation des pinceaux. On essaye de faire la formation pour des jeunes, pour les permettre de connaître c'est quoi les bases du graffiti, c'est quoi le graffiti et comment est-ce qu'un artiste peut vivre avec le graffiti. Cette formation est à la fois théorique et pratique. Sur ces murs, ces artistes graffeurs donnent vie à leur création. Pour Fatima, c'est la première fois qu'elle peint sur un mur et découvre le goût de l'entrepreneuriat culturel. Aujourd'hui, je peux faire la différence des couleurs et aussi, je peux aussi faire la différence entre les couleurs et aussi mélanger les couleurs et faire quelques dessins par la nature. Le graffiti est une passion pour certains et un moyen d'expression pour d'autres. Le ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi assure le financement à travers l'Office national de formation et de perfectionnement professionnel, résolument engagé à faire des jeunes des leviers de développement. On a scellé un mariage entre l'ONFP et la commune de Ratoma pour perfectionner 1000 jeunes à Ratoma. Donc l'ONFP est là pour les accompagner, pour les coacher, jusqu'à ce qu'ils deviennent autonomes. Nous sommes très heureux de voir le produit de ces jeunes que vous trouvez derrière nous. Cette production-là ne pouvait pas se faire sans qu'ils bénéficient de cet accompagnement. L'objectif pour les initiateurs, c'est de former des jeunes professionnels pour qu'ils soient utiles à la société et d'aider les gens à prendre conscience de leur époque.
Près de 700 millions de francs guinéens, c'est le montant que les ressortissants de Gongoré et Sedampita ont investi pour les travaux de construction et d'équipement de la mairie de cette localité. Et le chantier est terminé et l'infrastructure a été remise aux autorités. Voyons tout cela avec Mamadou Paté Baldé et Sarafdine Diallo. C'est une marée humaine qui a rallié ce dimanche la commune rurale de Gongoré dans la préfecture de Pita. Ils sont venus des différents districts de la localité et de certaines sous-préfectures pour assister à la remise des clés de bloc administratif de la mairie aux populations. Ce bijou que nous venons inaugurer est l'œuvre de nos vaillants ressortissants et résidents de Gongoré pour manifester un éclat particulier au développement socio-économique de notre sous-préfecture. Les Gongorékas adhèrent vivement aux idéaux du changement prônés par le CNRD. Sans la paix, il n'y a pas de pain. C'est le moment de vous rassurer l'engagement qu'avec la jeunesse de Pita à vos côtés pour l'édification et à bâtir une Guinée unie et prospère dans l'intérêt national au bénéfice de chacun et de tous. En plus de ce bijou dédié à Feu Elhadji Thierno Amadouba, ancien président de l'association pour le développement de Gongoré, les ressortissants de cette localité ont également réalisé d'autres infrastructures pour redonner un souffle nouveau aux citoyens. Cette nouvelle mairie moderne, électrifiée et équipée de panneaux solaires avec l'accessoire d'éclairage à une longueur de 19,75 mètres sur 12,15 mètres de largeur. Elle est entièrement carrelée et vitrée. Nous saluons l'avènement du CNRD dirigé par le général Mamadi Doumbouya, président de la République, chef de l'État, qui nous a apporté la paix et la quiétude dans la cité. En guise de récompense pour les multiples efforts consentis pour le développement de cette localité, les populations de Gongoré ont fait des présents aux autorités politiques, administratives, religieuses et aux ressortissants de cette localité. À présent, nous recevons dans ce journal le procureur général après la cour d'appel de Conakry pour une déclaration. Bonsoir, Monsieur Fallou Doumbouya. Bonsoir, Madame. Merci de l'opportunité que vous nous offrez à l'effet de faire la lecture d'une réquisition à la force publique. Nous, procureur général pour la cour d'appel de Conakry, agissant en vertu des dispositions de l'article 41 du Code de procédure pénale, considérant que la récrudescence de la délinquance et de la criminalité en bande organisée est marquée par la commission de crimes et délits dans plusieurs quartiers de Grand Conakry, y compris dans les débarcadères, considérant que le trafic de migrants se réalise principalement à travers les voies maritimes à destination des pays étrangers, considérant que la nécessité absolue de sauvegarder la paix et la sécurité publique mérite une réponse appropriée par la collaboration de la population, des autorités locales, des forces de sécurité, des parquets d'instance et du parquet général pour la cour d'appel de Conakry. Sur ce, requérons l'ensemble des forces de police et de gendarmerie de Conakry, sous la responsabilité de M. le commandant de la région spéciale de gendarmerie et de M. le directeur régional de la police, à l'effet de procéder conformément à la loi, au démantèlement de toutes les zones criminogènes de Grand Conakry, au contrôle et à la vérification d'identité de toute personne suspecte, au contrôle et à la fouille de tout véhicule suspect, à l'immobilisation systématique de tout engin roulant non immatriculé, à l'interpellation et au déferment devant le parquet d'instance compétent des personnes en conflit avec la loi. Requérons en outre toute autorité publique à laquelle la présente réquisition sera exhibée de prêter main forte en cas de besoin. En foi de quoi avons apposé notre signature sur la présente. Fait à Conakry le 9 décembre 2024, le procureur général. Merci, madame. Merci donc, monsieur le procureur, d'être passé sur ce plateau. Merci. Alors, à présent, à Dakar, où se tient la 32e foire internationale, une journée a été dédiée à la Guinée en tant que pays invité d'honneur de l'événement. L'occasion est mise à profit par la partie guinéenne de présenter toutes les potentialités socio-culturelles du pays, ainsi que les projets socio-économiques, notamment Simandou 2040. Abdul Karim Kamara est notre envoyé spécial à Dakar.
Au cocorico de cette journée de la Guinée, toutes les composantes de la foire de Dakar retiennent leur souffle. La salle du 4 avril vibre au rythme des identités socio-culturelles de la Guinée. Et le roi de la musique pastorale, Mick Paraya, annonce les couleurs. Massivement mobilisés depuis le début de la foire, les Guinéens vivant au Sénégal, plus que jamais, ont le ferme espoir que les bases d'une nouvelle dynamique de coopération économique entre le Sénégal et la Guinée sont jetées. Les Guinéens résidant au Sénégal sont à l'écoute de leur pays et surtout du général Mamadi, président de la République, chef de l'État, à qui nous adressons nos sincères remerciements et notre reconnaissance. Il y a l'entente, il y a la cohésion sociale et on ne cherche pas mieux que ça. Ici, le projet socio-économique Simandou 2040, qui se veut l'incarnation d'une Guinée moderne et prospère, est présenté au public. Ensuite, les experts des ministères du commerce et industrie des deux pays, plus la chambre de commerce, éclaircissent la lanterne des uns et des autres sur le thème valorisation des produits locaux et opportunités d'investissement en Guinée à l'ère de la ZLECAf. Il est aujourd'hui incontournable que les économies s'interconnectent et de favoriser, n'est-ce pas, des joint ventures pour que, ensemble, nous puissions relever les défis aujourd'hui qui nous interpellent. On ne peut pas, avec la situation actuelle du monde, se développer seul. Quand on a vu la présentation déjà du plan guinéen Simandou 2040, avec aussi les grands axes du référentiel de 2050 du gouvernement du Sénégal, il y a des points de convergence en commun. Mais l'une des attractions de cette journée de la Guinée est le chapeau symbolique appelé Pouto, présenté ici comme un instrument de cohésion sociale pour l'Afrique en général et pour la Guinée en particulier. C'est un bonnet authentique et local qui identifie les Guinéens partout où ils sont. On appelle l'État de faire le maximum pour inscrire le Pouto au patrimoine de l'UNESCO. Au-delà des stands et des expositions, notre présence ici symbolise une vision plus large, celle de renforcer les échanges économiques entre la Guinée et le Sénégal, mais également avec les pays de la sous-région. Nous croyons fermement que la coopération régionale est essentielle pour relever les défis communs auxquels nos nations font face. Qu'il s'agisse de la transformation structurelle de nos économies, de la création d'emplois pour nos jeunes ou de la lutte contre les inégalités. La journée est aussi ponctuée par des échanges portés sur des partenariats futurs et son épilogue est marqué par plusieurs prestations culturelles dont ce concert géant tenu par le mythique et légendaire orchestre Bembea Jazz National et son guitariste virtuose Sékou Diabaté, toujours plein de passion pour mieux servir la nation. Et cette mission du secrétariat général des affaires religieuses à l'intérieur du pays, à l'abbé, il a été demandé à la notabilité de faire des prières et bénédictions pour la consolidation de la paix en Guinée. D'autres échanges et fructueux ont eu lieu entre les émissaires des autorités et les notables de la ville. Abdoulaye Diallo commente les images de Sarafdine Diallo. Le drame survenu au stade régional de Zérékouri attriste la Guinée et les Guinéens. Depuis cette tragédie, des prières se multiplient pour implorer la grâce divine pour le repos des âmes des disparus, le rétablissement des blessés, mais surtout pour qu'il n'y ait plus ça dans notre pays. C'est le cas ici à l'Abbé, où les religieux ont été sensibilisés par les émissaires du secrétariat général des affaires religieuses sur la nécessité de préserver la paix et de renforcer l'unité nationale. C'est un acte citoyen et qui va en droite ligne avec les hautes orientations reçues de son Excellence, Monsieur le Président de la République, le général d'armée Mamadi Doumbouya, qui nous ont demandé toujours de venir prêcher la paix, sensibiliser les gens autour des valeurs qui sont communes pour éviter tout ce qui va dans le sens de la divergence et de la discorde. Devant les différentes ligues religieuses, les autorités guinéennes traduisent leur message axé essentiellement autour du vivre ensemble dans la fraternité et l'amour. Le président de la République Ontigi, général Mamadi Doumbouya, nous avons écouté les messages de paix des émissaires du président général Mamadi Doumbouya
Et nous avons compris le rôle que nous devons suivre, qui est déjà notre devoir depuis toujours. Nous avons instruit à tous les imams et autorités religieuses de presser la paix dans toutes les mosquées. Les sages de la paix, à travers l'inspection régionale des affaires religieuses, ont retiré leur engagement tout d'abord à intensifier les séries de prières et de lectures collectives pour l'unité nationale, mais aussi pour la réussite de la transition et pour le bonheur des Guinéens. Un mot de culture avec le Festival international du djembé qui se poursuit. Le CNRD est au cœur de l'événement au lancement d'une pièce de théâtre au Centre culturel franco-guinéen. On note la présence du général Amara Kamara, ministre secrétaire général de la présidence, et Diba Diakité, ministre chef de cabinet de la présidence de la République. La pièce de théâtre réalisée par Souleymane Tchangelba rend hommage aux héroïnes guinéennes et africaines. Ousmane Ba, Mamadou Djoumaba. Elles sont neuves et elles font valoir leur talent d'actrice sur scène. Dans le scénario, elles mettent en exergue la bravoure des héroïnes guinéennes et africaines dans leur combat depuis le temps des empires et royaumes jusqu'aux indépendances. Des péripéties traversées sur le chemin jusqu'au déclic actuel, à savoir la vision du CNRD sur le projet Simandou 2040 et ses impacts sur les Guinéens. Tout se passe sous le regard attentif du public, avec la présence du ministre secrétaire général de la présidence de la République, général Amara Kamara, du ministre directeur de cabinet de la présidence, Diba Diakité, et celui en charge de la culture, Moussa Moïse Silla. Cette comédie musicale a permis de mettre ses héroïnes en avant et également de créer une sorte d'intrigue, d'énigme, parce qu'il fallait rechercher l'équilibre de la société. Et vous avez pu voir que le rôle qui a été joué par les différentes actrices, au nombre de 9, pétries de talent, je tiens vraiment à les saluer. C'est un rôle qui évoque la traversée vers la quête de cet équilibre-là. Il fallait traverser monts et vallées. Des forces occultes empêchaient l'avancée de celle qui était donc commise à cette tâche. Mais elle a fini par y arriver, et quand elle trouve l'équilibre du monde, cette énigme, cet équilibre, c'est bien entendu le programme Simandou 2040. On a vu tout ce qu'il y avait comme énigme venir petit à petit, et quand on a vu Simandou, il n'y avait pas de mot à dire, c'était vraiment chapeau. C'est effectivement ça Simandou, c'est le travail, l'effort de beaucoup de personnes qui ne savaient même pas que la montagne de Simandou existait, mais qui ne savaient même pas aussi que ce projet allait être aujourd'hui une réalité. Et derrière ça, nous voulons passer le message encore d'unité, de paix, de prospérité du chef de l'État, pour que les Guinéens se donnent les mains dans les mains pour faire avancer le pays. Effectivement, ce projet et le programme Simandou 2040, ce sont ces projets-là qui vont être les catalyseurs du développement de notre pays dans un futur très proche. La mise en scène est réalisée par le secrétaire général du ministère de l'Information et de la Communication, Souleymane Tchangelba, un artiste de l'âme. Cette vision du président de la République, j'ai voulu moi aussi y participer en tant que créateur, en tant qu'artiste, et que ce spectacle-là, au-delà du fait qu'il soit vu ici aujourd'hui, qu'il puisse être vu ailleurs, et que quand il sera vu, que les gens peut-être se posent la question de savoir c'est quoi Simandou 2040, et ça va peut-être leur donner envie d'aller chercher ce que c'est. Ce spectacle théâtral est un pan du Festival international du djembé, un rendez-vous de la percussion guinéenne dans toute sa diversité. De sport pour finir, la Guinée termine la 26e édition de la CAN féminine de handball en beauté avec la Coupe du Président. La finale de cette compétition de classement opposait le Sili Handball au Cap-Vert. Les Guinéennes l'emportent avec une parfaite maîtrise sur le score de 31-13. Le compte-rendu est signé Bintia Kondé. Une équipe en reconstruction maintient la Guinée dans son classement sur le plan africain. À l'image de 2022 à Dakar, le Sili Handball rentre à Conakry avec la Coupe du Président, remportée face au Cap-Vert, comme pour dire que la vision de la Fédération guinéenne de handball est parfaitement appliquée par l'ensemble des staffs techniques des sélections nationales. Un apprentissage en continu qui aboutit à des résultats positifs
au fil des compétitions internationales. La meilleure équipe qu'on avait au Sénégal, on finit à la même place. Donc il y a un problème qu'il faut qu'on résolve nous en interne avec la Guinée. Par contre, l'équipe qu'on a présentée là à la Guinée est encore constituée de pas mal de très jeunes joueuses. Il y a des joueuses, ça va de 18, on va dire que le noyau dur, il va de 18 à 22 ans. Il y a quelques-unes qui sont un peu plus anciennes. Donc moi je pense très sincèrement qu'on progresse. Le principe est clair, pas de compétition sans distinction. La Guinée se veut beaucoup plus ambitieuse. Ainsi, elle ne se contente pas d'une simple participation, mais plutôt terminer dans le quota des meilleures nations au niveau du classement final. Parce qu'il y a un projet en cours et j'espère que cette fois-ci, on aura encore plus les moyens de travailler encore plus. Parce qu'avec cette équipe, vraiment, on peut aller très loin et puis ce serait bien d'offrir un jour, dans l'année prochaine, une qualification au mondial pour la Guinée. Donc, moi, je suis à fond derrière le projet et j'ai envie de continuer à bosser avec cette nation. Fini cette autre compétition, les yeux sont désormais rivés sur la Coupe d'Afrique des Nations 2026. Il est important de rappeler que la bonne prestation d'une équipe exige une bonne préparation, mais aussi un accompagnement à tous les niveaux. Voilà qui m'a fait à ce journal. Merci de nous avoir reçus chez vous. Et l'actualité se poursuit sur notre site le www.rtgguinée.info. On se retrouve demain pour une nouvelle session d'information de la Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation. Bonsoir.